Merci beaucoup à tous d'être encore là. Je connais des spécialités où à ces heures-là, les amphis sont désertiques et en général, on reste entre organisateurs. Visiblement, ce n'est pas le cas et vraiment, je suis extrêmement impressionné qu'à cette heure tardive, l'amphi soit aussi plein. Je voudrais vous remercier aussi pour... C'est moi. C'est moi qui vous félicite. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de m'avoir demandé de jouer le rôle de grand témoin à votre congrès. Remercier le président Saint-Lary, Xavier Gauco aussi de Saint-Étienne, je tiens à le souligner, avec qui j'ai pu échanger pour préparer. Quand ils m'ont demandé, quand je leur ai demandé ce qu'il fallait que je fasse, il m'a dit, mais tu fais comme tu veux, etc. Alors, j'ai essayé de lire votre congrès à travers mon prisme. Mon prisme, c'est celui de la santé publique. Et ce qui m'a frappé, en fait, et je vous le dis vraiment très, très simplement, c'est l'évolution dans laquelle vous êtes engagé, dans laquelle est engagé, en fait, probablement l'ensemble du système de santé, en France, le système de soins, mais pas seulement. Et simplement vous dire, pour dire les conflits d'intérêts, puisque c'est ce qui se fait en commençant les interventions, que je termine une mission que m'a confiée Olivier Véran sur la refondation de la santé publique, rien que ça. Donc, effectivement, je suis actuellement dans ces problèmes d'organisation. Alors, classiquement, vous savez qu'Asclépios, le dieu de la médecine, avait deux sœurs, Panacée et Igée. Bien sûr, un père aime également ses deux sœurs. Nos sociétés modernes ont largement dérivé puisqu'elles consacrent 97% de leur budget à Panacée, réservant maigrement 3% à Igée, la déesse de la prévention. Et en fait, j'ai essayé de voir à travers vos publications, à travers vos communications, si en fait c'était vraiment le cas. Est-ce qu'on en est toujours là à opposer ces deux sœurs ennemies que sont santé publique et médecine générale? Alors, j'ai pris la crise, vous m'excuserez de prendre la crise comme prisme d'analyse, mais le Haut Conseil de la santé publique a beaucoup travaillé pendant cette crise. Ce n'est pas terminé. On a encore des saisines qui arrivent. On a eu plus de 150 saisines qui sont arrivées durant cette crise. En même temps, je suis au Conseil scientifique Covid-19, donc on est en plein dans les discussions, etc. Donc vous ne m'en voudrez pas de prendre la crise comme un prisme, en tous les cas comme une occasion d'analyser ce qui se passe et d'analyser vos travaux. En fait, le système de santé, notre système de santé à tous, celui auquel nous contribuons, a eu un stress test, un violent stress test. Il a résisté, vous en êtes les acteurs, il y a d'autres acteurs qui ont participé à cette résistance du système. Ce n'est pas terminé, bien sûr, mais si on commence à faire quelques analyses, et il y a quelques analyses qui commencent à sortir, il y a des documents de l'OMS, il y a le rapport Pittet que je vous invite à lire, qui donne quand même quelques pistes d'évolution. En fait, on est dans un pays où la santé publique est très faible. On n'a pas de culture de santé publique dans notre pays. Et je croyais que chez les médecins, et notamment chez les médecins généralistes, c'était la même chose. Force est de reconnaître que votre congrès montre que ce n'est pas le cas, et je vais essayer de voir avec vous pourquoi. On a très peu de cadres théoriques, mais j'ai vu que vous parliez des cadres théoriques tout à l'heure, des cadres d'intervention, etc. Donc, je vois que les choses changent. Et on était censé avoir des secteurs plutôt forts en France. On pensait, en tous les cas, qu'on pensait fort, notamment la recherche clinique. Et alors là, je n'ai pas besoin de rappeler certains épisodes qui me valent d'être poursuivi devant le Conseil de l'Ordre, devant les cours diverses, parce qu'on a eu le malheur de dire que l'hydroxychloroquine n'avait pas montré son efficacité. Et
Mais ce que je remarque, et si je fais cette analyse avec vous, c'est que sur les plateaux de télé, on a eu quand même peu de relais pour effectivement faire valoir la rigueur des essais thérapeutiques, la rigueur scientifique pour démontrer l'efficacité, etc. Et ça, je pense que nous devons l'analyser ensemble. Vous, comme nous devons analyser cette faiblesse, en fait, à faire valoir un point de vue scientifique, à faire valoir ce que l'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et aussi, un point qui me semble extrêmement important, c'est la faiblesse, en fait, notre faiblesse collective à expliquer ce que c'est que la décision médicale en zone d'incertitude. Comment ça marche ? Comment nous prenons une décision les uns les autres, nous au niveau de la santé publique, mais vous, devant un patient, en fait, comment ça marche ? Et en discutant hier, il me semble que là aussi, si on regarde, et j'ai vu que vous aviez une séance consacrée à ce sujet, c'est pour ça que je vous en parle, je pense que notre formation relative à la décision, c'est-à-dire comment nous prenons une décision, est bien faible. Quand on regarde ce qui se passe dans les écoles de commerce, une école de commerce, il y a 60 heures sur la décision. En médecine, Xavier me disait hier soir, il y a 4 heures. Moi, je me souviens avoir fait péniblement 2 heures dans les premières années de médecine. Donc là, on a vraiment, me semble-t-il, une marge de manœuvre assez considérable à faire valoir. Alors, si on regarde aussi l'état des lieux avant cette crise, et je vous ai mis ici l'exemple du vaccin, la France était un pays extrêmement vaccino-résistant ou vaccino-hésitant, et je vous ai remis ici des coupures de presse concernant la vaccination et les hauts cris quand Agnès Buzyn a osé rendre obligatoire 11 vaccins chez les enfants. Là encore, stress test dans la population que de déployer une vaccination à partir du 12 juillet, vous vous souvenez du discours du président de la République, que je vous invite à relire sous l'angle du modèle 3C de l'hésitation vaccinale et d'essayer de voir en fait ce qui a été activé comme levier avec le succès qu'on connaît. La France est probablement le pays dans le monde qui est le plus vacciné actuellement, avec des tranches d'âge qui sont extrêmement vaccinées. Je n'ai pas pu assister ce matin à la séance sur la vaccination, il n'y avait plus de place. Et donc, c'est dire le succès l'hôtesse n'a pas voulu me laisser rentrer, j'ai proposé de m'asseoir par terre. Donc, c'est dire si c'est un sujet qui vous intéresse. Moi, il m'intéresse particulièrement et malheureusement, je vous fais part de ma frustration et je n'ai pas fait valoir le fait que j'étais grand témoin pour pouvoir rentrer et m'adosser contre le mur, mais je ne sais même pas si ça aurait marché. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Et là encore, c'est pour échanger avec vous de ce ping-pong dans lequel se construisent les systèmes, se construisent les raisonnements. En fait, le discours qu'on a entendu des uns et des autres, de nos confrères, ou peut-être même le mien, j'ai eu droit à un certain nombre de BFM et choses comme ça, puis j'ai arrêté au bout d'un moment, parce qu'il me semble qu'on rentrait dans une zone qui est la zone de ce que j'appelle le populisme scientifique, dont on n'a pas le temps de parler, mais qui est le vrai piège pour notre profession. Alors là, qui est un vrai piège, et je vous invite vraiment à y réfléchir. Je pense qu'il faudrait faire il faudrait faire des séminaires là-dessus, mais quand même, certains de nos confrères et de vos confrères, de votre spécialité, passant sur le BFM certains soirs, n'ont pas forcément fait honneur à notre métier. On va le dire gentiment comme ça. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, notre rôle d'universitaire, votre rôle, va être probablement d'apprendre à communiquer sur des bases scientifiques et pas rentrer dans ce populisme qui consiste à faire commentateur comme le font les anciens joueurs de foot pour les matchs de foot. Non, ce n'est pas ça la science. La science, c'est des certitudes, des incertitudes, et c'est faire part au public de ça. Et il me semble que vraiment, nous avons une réflexion collective à avoir, parce que c'est les mêmes, avec les mêmes ressorts, les mêmes paramètres que nous avons à communiquer auprès des patients, bien évidemment.
Et il faut qu'on apprenne à communiquer sur l'incertitude. Je vais aller un peu vite pour ne pas vous prendre trop de temps. Bien sûr, l'expertise a été extrêmement sollicitée durant cette période. On est bien placé pour le savoir. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point notre organisation territoriale a été mise sous tension. J'en ai discuté avec certains d'entre vous, mais on a vu que, spécialement dans les territoires, notre système de santé, vous avez été mis sous tension. Et je vous ai mis très rapidement ici le pourcentage de réduction des consultations durant la première vague dans différents pays. Et on voit que certains pays ont mieux résisté que d'autres, c'est-à-dire ont su conserver une activité médicale, alors qu'en France, effectivement, les choses se sont arrêtées au moins pendant un moment avant de reprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que là encore, probablement, on apprenne à organiser notre système pour résister en période de crise, parce que les crises ne sont pas terminées, c'est une certitude. Personne ne connaît la prochaine. Celle-là, on pensait que ça allait être un virus de la grippe qui allait arriver. Bon, c'est un corona, ça ne change pas grand-chose. Mais la prochaine crise, il faudra que notre système résiste. Et je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser. Alors, si on avait à faire un diagnostic pour savoir où est-ce qu'on va, et moi, ce que j'ai perçu de vos soucis, etc., c'est qu'il faut qu'on ait une réflexion sur ce qu'on produit, nous tous. Et vous l'avez, hein, à travers beaucoup de communications, j'ai senti ça. La France est un pays qui a réussi l'exploit de beaucoup augmenter l'espérance de vie sans pratiquement rien changer à l'espérance de vie en bonne santé. Moins d'un Français sur deux arrive en bonne santé à 65 ans. C'est 77% des adultes en Suède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous soignons très bien. Nous ne guérissons pas, mais nous soignons très bien, notamment pour les maladies chroniques. En revanche, on a un système de prévention qui n'est pas bon. Et le président de la République l'avait dit quand il a lancé Ma Santé 2022. Et je pense que ça, c'est une vraie réflexion que nous devons avoir, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Deuxième point, et j'ai entendu aussi des réflexions dans les communications tout à l'heure sur les inégalités de santé. La France est le pays le plus inégalitaire des pays d'Europe. 13 ans d'espérance de vie entre le vingtile inférieur et le vingtile supérieur. Il n'y a pas un pays qui fait mieux que nous, enfin mieux. Vous comprenez dans quel sens je veux dire les choses. Et en tous les cas, qui est ce différentiel de 13 ans d'espérance de vie entre les uns et les autres. Et ça, c'est nous qui le produisons. C'est nous tous qui le produisons, c'est le système qui produit cette différence actuellement, notamment chez les hommes. Alors ce phénomène, en fait, il a été décrit il y a assez longtemps, en 1977, par Greenberg, qui disait, en fait, et qui a intitulé sa communication « The Failure of Success », c'est-à-dire qu'en fait, notre système de soins, notre système de santé axé sur un système de soins, et je l'ai vu aussi à travers certaines publications, produit une augmentation de l'espérance de vie avec cette cassure de l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé que vous voyez bien sur ces deux courbes. Et donc le système de soins, en fait, est en train de s'engorger, si je peux dire les choses comme ça, parce qu'en fait, on soigne de mieux en mieux, mais comme on ne prévient pas, le nombre de maladies chroniques n'arrive pas à augmenter, et cette augmentation, effectivement, est extrêmement impressionnante. Vous l'avez ici, même si ce schéma est un peu compliqué. 15 millions de personnes sont actuellement, entre 15 et 20 millions, sont atteintes de maladies chroniques, et le rythme d'augmentation des maladies chroniques est de 2,5% par an. C'est-à-dire que si on continue comme ça, il est évident que le système ne tient pas, et que nous n'avons pas d'autre solution, en fait, que de développer en fait, la prévention en amont des maladies chroniques et éviter cette augmentation des maladies chroniques. Alors, quand je dis ça à des médecins, je fais toujours attention, mais on est entre nous, on est peu nombreux, donc ça va rester entre nous, et je vous demande de ne pas retweeter tout de suite, mais demander à des médecins d'engager des actions de prévention, c'est tout à fait paradoxal. C'est tout à fait paradoxal. Quel directeur d'hôpital, je vais prendre l'hôpital pour éviter de prendre votre exemple, mais quel directeur d'hôpital accepterait
de voir son flux de patients diminuer parce qu'on serait très bon tout d'un coup en prévention. Quel, je sais pas, kinésithérapeute, par exemple, pour ne pas prendre les médecins, parce que c'est bien sûr pas votre cas, accepterait qu'on résolve facilement en amont les problèmes de dorsalgie, etc. Et en fait, il faut, mais je pense qu'il faut le faire collectivement, que nous arrivions à résoudre ce paradoxe qu'on appelle le paradoxe de la prévention. C'est-à-dire engager... Je ne pensais pas avoir des réactions de meeting politique. Je ne suis candidat à rien, je vous rassure. Mais en tous les cas, je pense que c'est en prenant conscience de ce paradoxe que nous arriverons à avancer et en fait à le résoudre. Car, contrairement à ce qu'on pense, c'est un paradoxe qui n'est pas aussi évident que ça à résoudre. Alors, et là encore, hein, c'est en réaction à vos présentations, à ce que j'ai pu lire de vos interventions. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, il faut qu'on change notre approche et qu'on travaille plus sur les déterminants de la santé, c'est-à-dire en amont. Et là encore, je ne veux pas vous faire peine, mais j'en fais souvent à mes collègues, pas en santé publique, mais à mes collègues cliniciens. Moi, je suis cancérologue de formation, hein, mais quand je leur dis que le système de soins ne contribue que pour 20% à la santé d'une population, effectivement, ça les attriste, hein, mais je ne voudrais pas que vous ressortiez déprimés de ce congrès et que vous rentriez chez vous joyeux, etc. Et donc, en fait, le système de soins contribue pour 20% de la santé d'une population et l'environnement social à peu près pour 40%. L'environnement physique 10% et les comportements individuels autour de 30%. On voit bien qu'en fait, nous devons tous avoir une vision en fait, globale de la santé si nous voulons que notre système résiste en fait, à cette pression que vont représenter les nouveaux malades dans l'avenir. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là encore, j'ai trouvé pas mal de pistes dans vos interventions, je ne vais pas avoir le temps de détailler bien sûr. En fait, c'est notre système qui est interrogé. C'est la façon dont fonctionne notre système qui est interrogé. Et notamment, on le sait, hein, je vous présente ici le modèle de l'OMS, hein, le modèle d'évolution des systèmes de santé de l'OMS, qu'on a mis en avant à plusieurs reprises et qui sert de guideline hein, d'évolution des systèmes de santé. On voit bien que ce qui est extrêmement important, c'est l'organisation des soins primaires. Et j'entendais Sadekpa tout à l'heure qui disait qu'il faut mettre 1% de PIB en plus sur les soins primaires. Oui, c'est les recommandations de l'OMS. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait trouver à peu près 25 milliards d'euros pour renforcer les soins primaires et à ce moment-là, probablement avoir un effet sur la prévention et une meilleure prise en charge très précoce des patients et des déterminants de la santé. L'autre chose qui est en train d'apparaître et qui m'est apparue aussi dans vos communications, c'est qu'on voit, et en fait je pense qu'on n'a pas de choix, c'est qu'on voit émerger la notion de responsabilité populationnelle. Alors je n'ai pas trouvé le terme dans vos différentes présentations, mais je l'ai trouvé en fait décrit mais pas nommé. Et je pense en fait qu'il faudra le nommer. Parce que si on veut aller plus loin, il faut probablement le nommer. Vous savez que la responsabilité populationnelle des offreurs de soins, puisqu'on l'appelle comme ça, elle a été décrite par les Canadiens hein, dans les années 90, qui consiste à faire en fait un continuum entre le care, le cure et la prévention. Et de se dire qu'en fait, pour chaque personne qu'on a en face de nous, pour chaque personne que vous avez en face de vous, il faut avoir ce continuum prévention, cure, care. Et c'est probablement en engageant cette responsabilité populationnelle que notre système évoluera et permettra de mieux répondre aux attentes de la population. Je ne veux pas être trop long là-dessus, mais c'est vraiment une piste et j'ai regretté, j'ai vraiment cherché, je l'ai pas, sauf si je suis passé à côté et l'auteur m'en excusera, mais je ne l'ai pas trouvé dans vos abstracts et je le regrette un peu. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre activité aux uns aux autres, en plus de notre activité de soins,
doit intégrer ce qu'on appelle, les pratiques cliniques préventives, et je les ai entendues dans certaines de vos communications, mais simplement en France, on n'a pas de référentiel de pratiques cliniques préventives. Vous n'avez pas de référentiel de pratiques cliniques préventives. Moi, j'aurais envie de vous dire, Monsieur le Président, que c'est peut-être l'objectif pour les années qui viennent que de faire un référentiel de pratiques cliniques préventives, parce que c'est un enjeu absolument énorme, que d'engager des actions de prévention, et vous le faites certainement, dès qu'on a quelqu'un en face de nous. Parallèlement à ça, il faut probablement aussi renforcer le rôle dans la responsabilité populationnelle, c'est-à-dire à l'échelon d'une population sur un territoire. Et puis, il y a la partie expertise. Et là encore, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure en recherche, la faiblesse de la recherche interventionnelle. J'espère que des appels d'offres comme Respire, dont on a parlé, vont renforcer la capacité de recherche interventionnelle en France, qui est encore très faible. En tous les cas, c'est un des challenges pour les années qui viennent. Simplement pour résumer, il me semble qu'on peut envisager, et je voudrais vous dire à quel point j'ai été impressionné par votre dynamisme et par votre réflexion sur le sujet, même si effectivement ce n'est pas forcément nommé comme ça. Mais en tous les cas, on a un problème d'équité dans notre pays, on a un vrai problème d'équité, on a un problème d'inégalité sociale, et donc, en fait, on a un problème de l'approche par déterminant. Il faut que nous engagions une réflexion sur l'approche par déterminant. Il faut que nous engagions la responsabilité populationnelle chez les offreurs de soins et probablement aussi organiser une santé publique de territoire dans lesquelles vous avez un rôle majeur à jouer. On ne fera pas la santé publique de territoire, la réponse aux crises ou même le développement de la prévention à l'échelle d'un territoire si vous n'êtes pas dans cette organisation. Et je pense que là, il y a quelque chose de vraiment important à faire. Et bien sûr, faire évoluer le système de santé. Je vous ai indiqué les pistes qui sont actuellement retenues pour le faire évoluer. Bien sûr, développer les soins primaires, et ça va être l'objectif des années qui viennent, et développer la prévention. Et simplement, je vais poser une question iconoclaste pour terminer. Il me semble qu'on ait effectivement un embranchement. Est-ce qu'on va vers la fontaine de Bacon ou vers la fontaine de Jeunesse? C'est-à-dire, est-ce qu'on engage en fait ce changement de notre système? Et j'ai l'impression que vous êtes prêts, que vous l'avez déjà engagé. J'ai envie de dire, il faut probablement formaliser, vous aider, vous appuyer, probablement renforcer les moyens. Mais il y a une mutation qu'on doit faire et qu'on doit faire passer, y compris à nos tutelles, et de dire, et après tout, si la santé n'était pas un marché, parce que la santé, d'habitude, c'est un trou, c'est le trou de la Sécu. Mais si ce n'était pas un trou, et si ce n'était pas un marché, mais ce qui, après tout, la santé n'était pas le capital social le plus cher pour une population. Je vous laisse réfléchir à ça, mais je pense que vous êtes bien partis.